Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au mouvement anticapitaliste fribourgeois de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie de participer à ce débat. Alors, en gros, pour commencer, je vais reprendre un peu la thématique de la soirée, c'est-à-dire le féminisme des 99%, pour vous dire qu'en gros, je ne vais pas vraiment parler de ça. Puisque, donc, c'est, me semble-t-il, un mot d'ordre qui est effectivement intéressant dans le sens où c'est un mot d'ordre fédérateur. Et puis, c'est un mot d'ordre qui a été construit donc, en 2011 au moment du mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis. D'abord avec l'idée donc, que nous sommes les 99% pour construire un mouvement de masse contre les super riches. Donc ça permettait aussi de poser la question de classe comme un enjeu central dans la société états-unienne. Mais ce mot d'ordre, il a aussi été beaucoup questionné justement sur ce que ça représente en termes d'analyse des classes sociales, que considérer qu'il y a 1% des ultra-riches contre lesquels on se mobiliserait, et à la fois, d'une certaine façon, d'invisibiliser les rapports de classe qui se jouent dans les 99% qui restent, des rapports de classe, donc des rapports d'exploitation, mais aussi des rapports de classe plus symboliques sur le capital social, le capital culturel, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un mot d'ordre qui a beaucoup circulé, qui a essaimé et puis qui a permis justement la publication donc en 2019 de ce manifeste du féminisme pour les 99% qui a été publié donc par Arouza, Fraser et Bhattacharya, donc des féministes plutôt socialistes ou marxistes, et donc ont voulu reposer ces enjeux des féminismes contemporains, effectivement universalistes, comme tu disais, dans une période de renouvellement des mobilisations féministes. Puisque, effectivement, depuis les années, disons, 2010, pour avoir une temporalité un peu élargie, on voit qu'il y a ce qu'on peut appeler, ce que certaines historiennes appellent une quatrième vague des mobilisations féministes. Alors, pour rappel, en historiographie des féminismes, on mobilise la notion de vague pour décrire un cycle de mobilisation féministe. La première vague, c'est sur le droit de suffrage des femmes. La deuxième vague, c'est plutôt centré sur les questions de corps, d'intimité, et c'est symbolisé par ce slogan fameux du privé politique. La troisième vague, c'est une vague de remise en cause un peu de l'unité du sujet féminisme, et j'y reviendrai. Et puis la quatrième vague, ce serait celle donc, qui est caractérisée par ce moment MeToo, c'est-à-dire une mobilisation internationale, transnationale aussi, avec des liens entre les pays, les organisations, qui se concentre notamment sur la question des violences fondées sur le genre, mais pas uniquement, et dont la grève féministe, on y reviendra bien sûr, est l'un des répertoires d'action. Alors, d'ailleurs, vous verrez qu'au passage, en Suisse, les vagues, elles tendent un peu à se superposer, dans la mesure où la première vague a duré très longtemps et se superpose par certains égards avec la deuxième vague, donc centrée sur les questions intimes et les revendications pour le droit à la disposition du corps des femmes par elles-mêmes. Donc dans cette vague, qui est une vague internationale, alors je dis depuis les années 2010 parce que véritablement, donc, certaines vont dire que cette vague, elle commence au moment de MeToo, donc en 2017 quand Alyssa Milano, une actrice états-unienne, lance ce slogan sur Twitter, moi aussi, pour en fait lancer un mouvement de sororité avec toutes les femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel au moment de l'affaire Weinstein aux États-Unis. Mais en fait, on voit que justement, cette vague, elle commence bien avant. Si on se décentre des États-Unis, on se décentre de l'Occident, du Nord global, et qu'on va regarder en Argentine, justement, avec les mobilisations sur l'avortement, et puis le lancement, justement, de la grève féministe en 2016, voire même si on va en amont de ça, et qu'on se concentre, y compris sur les mobilisations contre l'autoritarisme, par exemple en Égypte, sur la place Tahrir en 2011. Et certaines Égyptiennes ont elles-mêmes revendiqué en fait, la maternité de ce mouvement MeToo, puisqu'elles ont dit qu'elles avaient lancé la mobilisation sur les violences sexuelles, sur les violences sexistes, avant les États-Uniennes, avant les Argentines, etc., etc. Donc c'est une période assez large, mais quoi qu'il en soit, c'est une période de forte mobilisation et de renouvellement des mobilisations féministes, avec une nouvelle génération de féministes qui se politisent sur des questions de genre, mais pas uniquement, et peut-être que vous y reviendrez tout à l'heure.
Donc je vous ai dit que je n'allais pas parler du féminisme des 99%, dans la mesure où je vais plutôt essayer de revenir sur certains des enjeux qui se posent justement dans cette quatrième vague ou ce moment MeToo. Et d'abord, je vais revenir sur la question de la manière dont est pensée la pluralité des féminismes comme enjeu. Un changement par rapport notamment aux années 70 et à la deuxième vague ou même à la troisième vague des féminismes, c'est l'institutionnalisation du féminisme et le développement et la diffusion d'une norme égalitaire comme un enjeu. Et puis le troisième point, ce sera un peu sur repenser un peu la centralité des violences dans les revendications. Alors, mes travaux, ils portent quand même beaucoup sur la France, donc je vais quand même utiliser pas mal d'exemples français. Il se trouve que j'avais fait une enquête en Suisse sur l'action publique contre les violences faites aux femmes, donc je vais aussi mobiliser un peu ces exemples-là. Mais j'espère que dans les débats, justement, on pourra se décentrer parfois des exemples que je pourrais mobiliser. Et puis, une autre chose aussi, c'est un point de vigilance, c'est que j'aborderai les questions de féminisme par le biais des féminismes matérialistes. C'est comme un féminisme non essentialiste et qui considère qu'il y a justement une base matérielle à l'oppression. Donc, je ne parlerai pas du tout des féminismes essentialistes qui considèrent justement qu'il y a une base, disons, biologique à la différence entre les femmes et les hommes et donc à l'oppression des femmes. Est-ce que je parle assez fort aussi ? Ouais, ok. Alors ça va. Donc la question de la pluralité des féminismes et la manière de concevoir donc l'articulation des rapports de domination, et c'est pas une question nouvelle, même si elle est centrale à l'heure actuelle et elle est centrale dans les revendications qui sont constituées dans les mobilisations féministes. Je vais juste utiliser deux exemples pour revenir là-dessus. D'abord sur un exemple sur la manière dont, en fait, cette question, elle s'est d'abord posée avec et contre le marxisme, notamment dans les années 70, dans la mesure où le marxisme était une grille d'analyse sinon dominante, en tout cas d'ampleur pour comprendre les enjeux d'oppression, d'exploitation dans les années 70 et dans les mouvements sociaux et dans le mouvement ouvrier. Et puis je parlerai un peu d'intersectionnalité aussi. Donc sur le rapport au marxisme, donc justement en fait les féministes qui se sont mobilisées donc dans les années 70, elles ont eu tendance justement à considérer que effectivement dans ça a d'ailleurs été une base de mobilisation, de considérer que effectivement quand il était question de l'oppression des femmes, finalement il y avait peu d'outils théoriques dans les corpus théoriques classiques du marxisme pour penser la base matérielle de leur oppression. Alors donc ça a mené à tout un travail conceptuel pour penser justement comment le patriarcat et le capitalisme s'imbriquent, mais aussi ça a pu mener à des débats sur l'origine de l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui préexiste et qu'est-ce qui d'une certaine façon a la supériorité ou devrait avoir la supériorité revendicative sur l'autre. Donc ça a été pensé de manière assez différente. Alors d'abord, souvent ça a été envisagé comme ou schématisé autour de deux manières de penser ça. Un système dual, c'est-à-dire de considérer qu'il y a deux systèmes d'oppression, le patriarcat et le capitalisme. Et ces systèmes d'oppression, donc, il se trouve qu'ils s'articulent, ils coexistent, ils se renforcent l'un l'autre, mais c'est deux systèmes d'oppression bien distincts. L'une des représentantes de ce courant, c'est Heidi Hartmann, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est une économiste anglophone qui a écrit un article, bon j'adore ce titre, je vous le traduis, c'est un article en anglais, mais en français ça donne le mariage malheureux entre le féminisme et le marxisme vers une union plus salutaire. Et en fait elle commence son article en disant le mariage entre le féminisme et le marxisme, c'est exactement la représentation du mariage dans le droit commun britannique, ils ne font qu'un et ce un c'est le marxisme. Et donc c'est assez marrant de commencer son article comme ça. Et ça montre aussi un peu l'ambiance d'une époque quand même. Mais donc en disant ça, elle essaye de revenir justement sur la façon dont la question de l'oppression des femmes et la question de l'oppression spécifique des femmes a été occultée à la fois par les capitalistes, par le patronat, mais aussi parfois par le biais de syndicats qui ont construit le salaire familial, donc le salaire qui était justement censé permettre à toute la famille de vivre. Et donc, ce qui a eu
pour effet de reléguer les femmes, au début du XXe siècle notamment, dans la sphère privée. Donc elle montre justement comment le capitalisme et le patriarcat sont deux systèmes, mais vraiment ils se renforcent l'un l'autre et ils contribuent justement à construire l'oppression et l'exploitation des femmes. Une autre manière de concevoir, c'est ce qu'on appelle le système unique. Et là, c'est plutôt les féministes marxistes ou socialistes qui se sont investis dans l'analyse de la reproduction sociale, puisqu'effectivement, quand je disais qu'il y avait peu de manières, enfin, que c'était difficile justement en s'appuyant sur le corpus marxiste classique de comprendre l'oppression, l'origine de l'oppression des femmes, il y a bien sûr Engels dans l'origine de la famille et de l'État. Et donc, c'est à partir de ça qu'il y a des lectures des féministes marxistes qui vont essayer de comprendre ce système unique qui contribue à produire l'oppression capitaliste et patriarcale. Ça a été notamment développé donc, en repensant ce que c'est que la reproduction sociale et sa fonction dans le système capitaliste. Et un des ouvrages, et je crois qu'il doit être par là-bas, un des ouvrages qui a contribué à penser ça, c'est l'ouvrage de Silvia Federici, donc Caliban et la sorcière, qui permet justement de revenir à l'analyse de l'accumulation du capital, l'accumulation primitive du capital, en voyant justement comment la chasse aux sorcières, tout comme la colonisation, le mouvement des enclosures, etc., a contribué justement à constituer les bases du système capitaliste. Donc il y a ces manières différentes de penser cette articulation, mais l'idée après c'est évidemment de penser des revendications. Et ça a des effets bien sûr dans la base des modes d'action et des revendications, et notamment comment on pense l'oppression des femmes dans la sphère privée. Est-ce que, et ça c'est justement la contribution notamment des féministes marxistes italiennes, est-ce qu'il faut penser à promouvoir l'idée d'un salaire ménager pour que les femmes ensuite elles puissent s'émanciper en transformant le rapport de force au sein du foyer, ou est-ce qu'au contraire il faut s'assurer de bonnes conditions de travail et d'emploi et faire en sorte que les femmes elles sortent de l'espace privé et elles se désinvestissent en fait du travail domestique. Donc ça c'est une chose. Une autre manière donc de penser à la fois la pluralité des féminismes, mais aussi la manière de concevoir la pluralité des oppressions, c'est notamment ce qui s'est développé aux États-Unis, mais pas uniquement, et j'ai bien conscience que ce n'est pas uniquement aux États-Unis que ça s'est développé, mais ça me semble être quand même un espace où ça a été pensé et les exemples sont assez parlants. Donc c'est le féminisme noir qui a permis de penser justement l'imbrication du racisme et du sexisme cette fois-ci. Donc ça a été pensé par pas mal de féministes qui voyaient justement de féministes noirs, donc qui voyaient que le féminisme, y compris radical aux États-Unis, était un féminisme essentiellement blanc, c'est-à-dire que les sujets et les revendications portées par ces féministes étaient pensées essentiellement pour des blanches, par des blanches et pour des blanches, et à la fois dans le mouvement noir antiraciste, la question de l'oppression des femmes noires était aussi occultée. Et donc, elles se sont rendues compte justement de leur double invisibilisation dans le féminisme et dans les mouvements antiracistes et nationalistes noirs par ailleurs. Un des collectifs qui a pensé ça et qui l'a un peu systématisé, c'est le Combahee River Collective, qui a donc élaboré un manifeste qui pose plusieurs points importants, notamment d'abord le refus d'hiérarchiser les oppressions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oppression principale, il n'y a pas d'ennemi principal, pour reprendre l'expression de Delphi, mais par contre, il y a des expériences qui sont en fait situées, multiples, et qui se trouvent justement au croisement de multiples rapports d'oppression. C'est d'ailleurs leur deuxième point, c'est que les oppressions, elles sont imbriquées et insécables, on ne peut pas les séparer et dire ça c'est lié au sexisme, ça c'est lié au racisme, ça c'est lié au capitalisme, etc. Ce mouvement-là, donc après, il a été repris notamment dans le monde académique par le biais d'une notion dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la notion d'intersectionnalité, qui a donc été développée par Kimberlé Crenshaw dans les années 90. J'ai essayé de tenir le truc, mais bon, des fois, c'est pas si simple. Donc dans les années 90, où elle va distinguer donc, ce qu'elle appelle l'intersectionnalité structurelle,
C'est-à-dire comment on pense cette position minoritaire, minorisée des femmes noires à l'intersection de plusieurs rapports de domination et de plusieurs rapports d'oppression, et une intersectionnalité politique, c'est-à-dire comment les mouvements d'émancipation ont aussi contribué à la marginalisation des femmes noires. Donc, comme je le disais, ces débats ils permettent de repenser en fait la représentation du féminisme et sa représentativité, c'est-à-dire qui est le sujet qui porte la cause des droits des femmes, qui est le sujet aussi qui est représenté dans cette cause. Et puis, ça a des implications aussi pratiques sur certaines revendications, en particulier, par exemple, une des revendications centrales dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la judiciarisation de ces violences. Et par exemple, Kimberlé Crenshaw précisément va souligner que cette concentration sur la judiciarisation et en particulier la pénalisation, c'est une focalisation qui est rendue possible si on occulte le racisme systémique et l'enfermement systématique des hommes noirs notamment. Donc ces questions, elles ont été travaillées, y compris dans la base programmatique des féminismes. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, donc, c'est sur ce développement du féminisme d'État, dans la mesure où c'est sans doute une différence avec d'autres périodes historiques, c'est que aujourd'hui les institutions, alors elles le font pas toujours très bien, mais elles le font, elles portent la cause des droits des femmes et elles portent les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça a été le cas et ça a été notamment promu par les organisations internationales dès les années 70. Il y a des conférences de l'ONU, la conférence de Mexico notamment en 75, qui va contribuer justement à porter cette cause dans les institutions internationales. Et puis ça va essaimer dans différents États, dans différents pays, en Suisse notamment, avec en 81, je crois, l'inclusion du principe d'égalité dans la Constitution fédérale, et puis en 95, donc la promulgation de la loi sur l'égalité au niveau fédéral. Alors, cette institutionnalisation, elle ne se fait pas sans heurts, évidemment, au sens où il y a bien sûr des résistances à l'égalité, des résistances qui sont portées par des hommes et parfois des femmes aussi politiques. En France, il y a eu de grands débats sur la question de l'écriture inclusive, donc qui a été notamment portée par des hommes politiques de droite qui ont donc refusé cette idée d'écriture inclusive, avec l'idée que ça nuirait à l'universalisme républicain, ou je ne sais plus comment c'était formulé, mais ça devait être quelque chose d'à peu près comme ça. Ça a été donc il y a eu aussi des débats autour de la théorie du genre, donc qui viendrait dans les écoles, etc. Voilà. Il y a des groupes aussi néofascistes qui résistent évidemment à cette diffusion de la norme égalitaire. Mais moi, j'aimerais plutôt, et peut-être qu'on y reviendra après dans la discussion, vu le contexte électoral, etc. Mais je préférerais revenir quand même sur comment ce féminisme d'État, il pose problème et il faut s'emparer de la question du rapport aux institutions nécessairement et de la façon dont l'État diffuse la norme égalitaire. Tout d'abord parce que, et peut-être que vous en avez entendu parler, mais ce féminisme d'État, il a été d'abord envisagé comme une manière d'instrumentaliser le féminisme à des fins d'exclusion, en particulier racistes. Alors, ça a été beaucoup pensé dans les années 2000, notamment au moment de la guerre en Afghanistan, où la question du droit des femmes était mobilisée pour rendre légitime en fait, le fait de partir en guerre en Afghanistan, en considérant et en revendiquant l'idée que c'était pour les droits des femmes. Mais en France en particulier, cette idée elle a été développée en 2004, au moment de la promulgation, donc ça va être les 20 ans l'an prochain malheureusement, mais au moment de la promulgation donc, de la loi sur le port de signes religieux à l'école. Donc peut-être que, vous connaissez peut-être pas cette histoire et tant mieux pour vous, mais en fait, donc en 2004, il y a une affaire qui est partie donc d'un lycée à Aubervilliers en région parisienne,
avec 2 jeunes femmes, Lila et Alma Lévy, qui donc portaient un hijab, un foulard musulman, et elles ont été exclues de leur école, de leur lycée. Et à la suite de ça, il y a eu un débat de société sur la question de la compatibilité du voile musulman avec les valeurs républicaines et à l'école, et avec la notion de laïcité en particulier. Donc à partir de là, il y a ce qui, pour moi et pour d'autres, constitue une reformulation du principe de laïcité, mais en tout cas qui a conduit à la promulgation de cette loi et donc à l'exclusion des femmes qui portaient un foulard de l'école. Alors ça, c'est une première chose, mais en fait, il me semble que penser l'instrumentalisation, c'est aussi une manière de ne pas envisager véritablement ce que ça veut dire les droits des femmes pour les personnes qui la promeuvent. C'est-à-dire que ce serait considéré qu'il y a une espèce de manière stratégique de s'approprier la notion de droits des femmes, alors qu'il me semble qu'il faut réfléchir à en fait ce que ça veut dire les droits des femmes pour des institutions publiques. Pas toutes évidemment, mais pour certaines institutions publiques. Et là, j'aimerais plutôt revenir sur un autre exemple. Vous me suivez toujours, hein, ça va ? Ok. Un autre exemple qui, en fait, souligne, à mon avis, la manière dont les droits des femmes, en tout cas certaines lois, certains volets de ces droits, tels qu'ils sont pensés par l'État, là encore en France, et je m'en excuse, mais ils sont pensés de manière désencastrée d'autres rapports sociaux. C'est-à-dire comment, finalement, on essaye de délimiter la question du genre et la question des inégalités entre les hommes et les femmes comme une question qui serait isolée d'autres rapports inégalitaires. Et donc l'exemple que je vais donner, c'est sur les politiques d'égalité professionnelle en France. Donc ces politiques, elles se sont développées en fait dès les années 83, avec une loi donc, qui a été mise en œuvre sous un gouvernement socialiste et avec la ministre Yvette Roudy. Donc c'est une loi sur l'égalité formelle et réelle au travail. Cette loi, elle avait plusieurs volets. Un volet sur les réformes du Code du travail, un autre volet qui permettait aussi que les entreprises et les lieux de travail, en fait, élaborent des rapports de situation comparée entre hommes et femmes, donc de situations sur les conditions de travail, les formations, etc., pour que ces rapports ils puissent être transmis ensuite aux instances représentatives du personnel, mais aussi aux inspecteurs et aux inspectrices du travail, pour que des mesures soient mises en œuvre pour résorber les inégalités et les écarts entre les femmes et les hommes. Alors cette loi, elle est assez intéressante, c'est un premier pavé dans l'histoire de la lutte contre les inégalités au travail entre les femmes et les hommes, mais elle a été envisagée comme une loi symbolique. D'abord parce qu'elle était justement portée par une poignée de féministes qui travaillaient dans les institutions et qui étaient finalement assez isolées dans les années 80. Et surtout, elle n'était pas accompagnée de moyens coercitifs, c'est-à-dire que, grosso modo, les entreprises faisaient ce qu'elles voulaient, quoi. Et surtout, elles ne faisaient pas. Voilà. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc, depuis, il y a eu une multiplicité en fait, de lois pour renforcer les dispositifs liés à l'égalité professionnelle. Il y a notamment eu une loi en 2001, la loi Génisson, qui oblige notamment les entreprises à négocier et à produire ces rapports de situation comparés, ce qui était déjà une première chose puisque donc les entreprises ne le faisaient pas. Et puis une loi en 2006 donc, pour éliminer les écarts salariaux. Sur cette base, donc, certaines des collègues sociologues ont travaillé sur ces rapports de situation comparés pour souligner d'abord donc, ces inégalités. Donc, souvent, elles étaient objectivées très différemment, donc il n'y avait pas tellement de base pour travailler sur ces inégalités. Souvent, en fait, les entreprises, après, quand elles mettaient en place des mesures, elles essayaient de faire en sorte que ce soit le moins onéreux possible. Et donc, c'était vraiment des mesures au cas par cas qui étaient développées et pas des mesures d'ampleur, en fait, pour changer radicalement la situation. Et puis, surtout, elles ont déterminé un mécanisme que je trouve vraiment assez intéressant pour comprendre les transformations, justement, d'un mot d'ordre égalitaire. C'est qu'elles se sont rendues compte qu'en fait, souvent, l'égalité a été confondue avec la notion de mixité. C'est-à-dire que en fait, les conditions de travail, d'emploi, de formation étaient très peu travaillées, mais ce qui était promu, c'était la mixité, notamment dans les instances de direction du personnel. Donc,
on voit aussi comment, justement, ce mot d'ordre égalitaire, en fait, eh bien, il se concentre sur, finalement, une frange des salariés et pas sur toutes les salariés. Et donc, ça les a conduites, ces collègues, donc, à développer la notion d'égalité élitiste. Une notion qu'elles ont, encore une fois, développée grâce ou à cause du développement d'autres lois, notamment donc, des lois sur l'égalité professionnelle, la loi de 2011 Copé-Zimmermann qui fixe des quotas de 40% au sein des CA des entreprises. Donc là encore, en fait, il s'agit de se concentrer sur les conseils d'administration des entreprises. Et il y a une autre loi en 2012, c'est la loi Sauvadet, qui, elle, développe des quotas pour les emplois d'encadrement dans la fonction publique du supérieur. Donc là, c'est pareil, c'est sur les postes d'encadrement. Donc on voit en fait comment ces politiques publiques, progressivement, elles se concentrent sur les femmes qui peuvent faire carrière aux dépens des autres, au final. Et c'est le propre de cette égalité élitiste que de penser une frange des femmes qui, d'une certaine façon, peuvent accéder à des droits et peuvent bénéficier de politiques publiques qui sont construites pour elles. Le revers de ça, évidemment, c'est que ça occulte les autres femmes, c'est-à-dire les femmes notamment des classes populaires et des petites classes moyennes, pour qui, en fait, l'enjeu, c'est pas tant de faire carrière, mais c'est vraiment de joindre les deux bouts, et c'est les horaires atypiques, et c'est l'idée, justement, d'avoir accès à de bonnes conditions de travail et de bonnes conditions d'emploi et des salaires décents. Et ces questions-là, donc, elles sont complètement reléguées, et on voit comment les questions de classe et de genre sont désarticulées dans ces politiques publiques. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, et c'est un peu... Ouais, je vais le faire vite fait. Donc, désencastrement des questions de classe et de genre, de la même façon qu'en fait, et je pense que vous l'avez compris, c'était un peu arrivé en creux, mais quand je parlais de la loi sur le voile, on voit bien en fait comment ces politiques-là, elles excluent certaines femmes qui sont des femmes racisées de l'école laïque, justement. Et donc comment il y a ce désencastrement aussi de questions de classe, de race et de genre dans ces politiques publiques. Et donc je voulais revenir aussi sur cette focalisation sur les violences fondées sur le genre. Alors moi je travaille beaucoup en fait en premier lieu sur l'évolution de l'action publique, des politiques publiques sur les violences. Et en fait c'est intéressant parce que les violences justement, donc depuis les années 70, c'est un enjeu de revendication central des mobilisations féministes. Et cet enjeu, il a été vraiment renouvelé au moment des années 2010 et donc de cette quatrième vague des féminismes, à tel point que c'est parfois des féminicides en fait, qui ont généré, qui ont conduit à ce qu'il y ait des grèves féministes, notamment en Argentine ou en Italie. Mais cette concentration sur les violences, donc, il me semble qu'elle pose problème aussi pour plusieurs raisons. Alors d'abord, une des raisons, c'est que il semblerait que parfois, il y a une espèce d'exception morale autour des violences lorsque des lois néolibérales sont mises en œuvre. Je pense notamment à une loi en France qui est la loi travail, qui en fait, il y a eu différentes lois pour détricoter le code du travail en France. Et dans ce cadre-là, donc dans le cadre de la loi travail, une des mesures, c'était de plafonner les indemnités prud'homales. C'est-à-dire que quand les salariés ont recours au prud'homme, normalement, les indemnités, elles sont indexées au tort qu'ils ont subi, ces salariés. Et là, donc, ces indemnités, elles étaient plafonnées, sauf dans le cas de harcèlement au travail. Et cette exception, elle a été élaborée à la suite de revendications et de mobilisations des féministes, mais on voit que finalement, disons que la base idéologique et pratique de cette loi n'a pas été changée. La loi a été mise en place, mais par contre, il s'agissait quand même de produire des espèces d'exceptions acceptables dans un contexte justement de forte mobilisation contre les violences fondées sur le genre. Et il me semble que cette question des violences peut être justement mobilisée dans un cadre de développement et de diffusion du féminisme néolibéral, dans la mesure où elle peut s'accommoder très bien d'une invisibilisation radicale des rapports sociaux qui produisent les violences de genre. Et c'est là où je vais utiliser un exemple spécifiquement suisse, bien que genevois. Donc,
comme dans d'autres pays, la question des violences, elle a été beaucoup portée, donc, comme je le disais, par les mobilisations féministes dans les années 70. Et donc à Genève, c'est à l'occasion notamment du développement de solidarité de femmes en détresse en 77, et puis à la suite d'une mobilisation contre des viols qui avaient été commis à Prénaville en 81 et qui a conduit finalement à la construction de Viol Secours, donc une association. Et jusque dans les années 90, l'action publique contre les violences de genre à Genève, donc au niveau du canton, était construite un peu comme, encore une fois, dans d'autres pays, avec ce qu'on appelle un triangle de velours en sociologie de l'action publique, c'est-à-dire où il y avait différents pôles, les universitaires, les féministes institutionnelles et le mouvement associatif qui travaillaient en fait de concert pour construire des politiques publiques contre ces violences. Et en fait, ça a changé au milieu des années 90 avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment des acteurs qui visaient à travailler sur toutes les violences, pas seulement les violences de genre comme des violences masculines faites aux femmes, mais véritablement comme toute forme de violence, en considérant que finalement victimes, témoins et auteurs étaient impliqués, pas à parts égales, mais étaient impliqués. C'est notamment en fait lié au développement d'une association donc, de traitement des auteurs de violences et au développement d'un dispositif donc, médical de prévention de ces violences. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, par le biais de l'apparition de ces acteurs, ça a eu des effets en fait idéologiques et pratiques sur le traitement des violences notamment dans le couple à Genève. À partir du début des années 2000, en fait, alors que les violences conjugales, elles étaient traitées justement comme des violences conjugales, c'est-à-dire des violences dans le couple et essentiellement entendues comme un couple hétérosexuel, donc des violences masculines faites aux femmes, eh bien, cette notion-là, elle a été délaissée, mise à l'écart pour que la catégorie d'action publique dominante, ce soit la notion de violence domestique. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de violence domestique plutôt que de violence conjugale ? Ça veut dire que c'est toutes les personnes du foyer qui sont impliquées et qui peuvent subir des violences. C'est donc des violences sur les enfants, c'est aussi les violences sur les personnes âgées. Et donc la question en fait du rapport asymétrique dans le couple qui est lié au rapport de genre est complètement mise de côté. De la même manière, en fait, ça a eu des effets institutionnels puisqu'il y a eu un bureau donc, spécifique sur les violences domestiques qui a été créé et qui en fait s'est distingué du bureau de l'égalité qui lui traitait des inégalités donc, de genre. Donc ça a des effets réels institutionnels et ça a aussi d'autres effets pratiques puisque cette idée donc d'évaporation du genre, de remise en cause des rapports de genre comme fondement à la production des violences dans le couple, elle a construit pas mal de politiques publiques et pas mal de discours. Alors il y a notamment eu un centre d'hébergement pour auteurs et pour victimes, le même centre, hein, dans le même lieu. Dans le même lieu, voilà, qui a été créé. Alors après, ça a été, je crois qu'il y a eu un rétropédalage à un moment donné, mais l'idée, c'était justement de dire que finalement, victimes et auteurs, ils avaient un peu les auteurs avaient eux-mêmes été victimes de violences dans leur enfance qui expliquait qu'ils soient auteurs, et puis finalement, les victimes aussi, parfois, elles étaient violentes, etc. Donc ça expliquait finalement qu'il y ait ce brouillage-là entre victimes et auteurs. L'idée, donc, c'est bien de dire que c'est ni tout noir ni tout blanc, c'est bien une zone grise de l'action publique. Et à travers ça, en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est aussi, bien sûr, de remettre en cause justement ces années de mobilisation féministe qui veulent imposer l'idée selon laquelle les rapports de genre sont un moteur de production central des violences intimes, interpersonnelles et en particulier dans le couple. Donc c'est pour ça qu'il me semble que la question de revenir à la notion de travail, justement comme le fait la grève féministe, et comme ça je vais vous laisser la parole, et de repenser justement les frontières du travail plutôt que de partir des revendications sur les violences. Et en disant ça, bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de violence, qu'il ne faut pas lutter contre, etc. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu, mais il me semble qu'il faut réinscrire la question des violences dans des rapports sociaux et notamment des rapports de genre et les inégalités de genre qui sont multiples, mais c'est une extension de ces rapports de genre. C'est une extension des symptômes de ces rapports de domination.
et donc décentrer un peu les revendications en partant d'un motif de revendication sans doute plus généraliste. Et je reviens à la grève féministe, puisque en fait le coup de maîtresse de la grève féministe, c'est vraiment d'avoir réussi à repenser justement la notion de travail, à repenser aussi un mot d'ordre historique du mouvement ouvrier, à savoir la grève, pour étendre la notion du travail en pensant l'articulation entre travail domestique et travail salarié. Et il me semble que c'est une base programmatique et revendicative qui permet justement d'éviter les écueils d'une évaporation des rapports sociaux et d'un désencastrement aussi justement des rapports de genre par rapport à d'autres rapports de domination et d'oppression. Voilà. Merci Pauline pour cette brillante exposé. Alors oui, moi je vais vous parler du point de vue de la grève féministe, puisque j'ai été depuis le début, depuis 2018, actrice du mouvement. Enfin, j'ai participé à la création du collectif de la grève féministe à Fribourg et j'ai milité jusqu'à mon grand retour à Lausanne au mois de juin de cette année. Attendez, il faut que je mette ça, je crois. Voilà. Donc peut-être pour revenir un peu sur la constitution du mouvement, pour faire la transition avec ce que vient de dire Pauline, peut-être que la grève féministe, à part peut-être d'un exemple d'institutionnalisation qu'on peut qualifier de positive, en fait, à l'opposé d'autres formes d'institutionnalisation, dont les exemples ont été montrés par Pauline, qui avaient tendance à être défavorables à la cause féministe. Mais là, c'est vrai que l'appel initial de la grève féministe en Suisse a été impulsé par les syndicats à 2 reprises, puisque pour les 2 grèves qu'il y a eu en 2019 et en 2023, c'est le congrès des femmes de l'Union syndicale suisse qui a lancé l'impulsion de refaire une grève féministe en se basant sur les discriminations qu'on vit encore trop dans le monde du travail essentiellement. Mais la force du mouvement de la grève féministe, je trouve, c'est qu'on a réussi à élargir aussi la notion de travail. On n'est pas resté sur la question du travail salarié, mais on a vraiment redéfini aussi le travail non rémunéré sur lequel la société se base, parce que sans ce travail gratuit des femmes de tous les âges, en fait, sans le travail gratuit des femmes, l'économie suisse ne tourne simplement pas, puisque les politiques publiques en matière de droit familial sont beaucoup trop faibles en Suisse. Il n'y a pas assez de crèches, par exemple, pour prendre en charge les enfants pour que tout le monde puisse travailler. Donc, logiquement, entre guillemets, c'est toujours les femmes qui s'arrêtent de travailler pour garder les enfants, ou alors on compte sur le travail gratuit des grands-mères pour garder les petits-enfants. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, la base de la grève féministe a été impulsée au niveau syndical, mais la force du mouvement aussi, c'est que ça a su se transformer et pas rester uniquement dans les structures syndicales, comme ça l'avait été en 1991. La grève de 91 avait été essentiellement portée par les syndicats et le Parti socialiste, et on a vu que malheureusement, après la grève de 91, le mouvement n'a pas perduré. En fait, on a recréé une nouvelle grève féministe en 2019 sur cette base-là. Et ce mouvement, c'est un peu atypique, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu atypique qu'on travaille, et c'est aussi notre force qu'on ait réussi à travailler bien avec les syndicats, puisque dans d'autres pays, par exemple en Espagne, la grève féministe, elle s'est constituée en opposition aux mouvements syndicaux qui n'arrivaient pas à donner une réponse aux revendications féministes. Donc la grève féministe est vraiment construite de manière autonome hors des syndicats. Voilà, notre mouvement, par rapport à 1991,
il a su perdurer, il a su se transformer en mouvement de masse. On est actuellement le plus gros mouvement social du pays. Par 2 fois, on a mis plus de 300 000 personnes dans la rue. Donc c'est vraiment juste énorme. Mais je pense qu'on peut vraiment être très fiers d'avoir fait ça et d'avoir participé à ce mouvement. Et je pense qu'on est aussi très fiers du fait qu'il se base sur un manifeste anticapitaliste, en fait, et qu'on a su faire perdurer des revendications anticapitalistes depuis 5 ans maintenant, depuis 2018 qu'on a commencé à militer sur la question. Je parlais d'institutionnalisation positive, donc parce qu'effectivement le mouvement il part des syndicats, mais pourquoi aussi? Parce que des syndicats tels que le syndicat des services publics, c'est pas pour faire l'apologie de mon syndicat du tout, mais un peu, non, non, je rigole. Non, mais pour dire que le SSP, mais comme d'autres syndicats, il y a d'ailleurs la Queen Tamara arrive tout de suite, elle vient de Lausanne ce soir, mais elle exemple aussi, ou Aude aussi, elle exemple du fait que les syndicats ont su quand même engager des jeunes femmes féministes militantes dans leur sein et que c'est ces femmes aussi qui arrivent à mobiliser et à construire le mouvement féministe et la base a été nécessaire pour la grève féministe. Donc ça, on tenait aussi à le soulever. Et donc, comme j'ai dit, par 2 fois, on a fait la grève féministe qui s'est basée sur un manifeste avec des revendications anticapitalistes. Donc, ça a été difficile de mobiliser parce que faire grève en Suisse, on sait que c'est pas facile. Hein. Enfin, pour dire, on l'a fait 2 fois. On a fait 2 fois la campagne. Les 2 fois, on a été largement décrédibilisés dans la presse, par la droite, par les femmes de droite aussi. Ce qui était intéressant de voir, c'était qu'en 2019, les femmes de droite ont fait partie du mouvement, parce qu'on avait toujours dit que voilà, du moment qu'on peut avoir une revendication, qu'on se reconnaît dans une de nos revendications, chacune a sa place à la grève féministe. Et c'est vrai que c'était un élément un peu nouveau, un mouvement social. Et puis comme on a des revendications qui sont intersectionnelles, bien sûr qu'elles sont transversales à toutes les classes de la société. Et des femmes bourgeoises ont pu se reconnaître dans des revendications et participer à la grève féministe en 2019. Ça a été moins le cas cette année, puisque ça fait 5 ans qu'on est sur le terrain maintenant et qu'on martèle, qu'on fait des manifestations, qu'on fait des grèves, qu'on porte nos revendications qui ne sont pas uniquement liées, qui sont plus larges aussi que les questions purement féministes, aussi sur des questions de migration, on se positionne fortement. Et on voit que cette année, en 2023, les femmes bourgeoises, elles se sont totalement distanciées de notre mouvement. Nous, on n'en était pas du tout mécontentes, il n'y a pas de souci. Mais pour dire qu'on a réussi à mobiliser autant ou presque autant en 2023 sans le soutien des femmes de droite. Et ça, c'est un exploit c'est une chose qu'il faut quand même relever par rapport à la force de mobilisation de notre mouvement. On a vu aussi, pour commencer à faire le lien un peu avec les élections, en 2019, ce qui a été assez marquant, c'est que c'était comme cette année une année d'élection. Et suite à la grève féministe, il y a eu vraiment une vague violette qui a traversé la Suisse. Et on avait constaté que jamais au Parlement, il y avait eu autant de femmes sous la coupole. Mais qui dit femme ne veut pas forcément dire qu'on est féministe, en fait, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui se revendiquent féministes, féministes ou femmes, mais qui ne pratiquent pas du tout une politique féministe. Si on prend un seul exemple dans le canton de Vaud, on a l'exemple de la conseillère d'État Christelle Luisier, qui, face à Aude, lorsque Aude Spang a participé à l'Infrarouge face à Christelle Luisier sur la question des indexations, Madame Luisier s'est dite vraiment féministe. Pourtant, c'est la personne qui n'accorde pas l'augmentation des salaires à toutes les soignantes et les soignants dans le canton de Vaud. Donc, quand on veut avoir un féminisme vraiment qui concerne, qui inclut tout le monde, il faut avoir une sensibilité sur la question des enjeux de société, des discriminations sociales. Et puis, on ne peut pas se dire féministe tout en privant une partie des femmes les plus précarisées de la société. Je pense à celles que je défends moi au syndicat qui travaillent dans les EMS, et pas leur donner des moyens décents pour vivre. Donc la vague violette a envahi le Parlement en 2019. Par contre, on constate quand même un paradoxe assez incroyable. En tout cas, moi je le constate et peut-être qu'on pourra en discuter, notamment avec Tamara qui arrive maintenant. Salut Tam. Discuter du fait qu'en fait, en 2019, comme j'ai dit, il n'y a jamais eu autant de femmes sous la coupole. Pourtant,
c'est durant cette législature qu'il y a eu une des pires réformes pour les droits des femmes qui est passée, AVS 21, qu'on a combattu en référendum et qu'on a perdu. Mais ce n'est pas le fait d'avoir eu plus de femmes qui a fait qu'on a empêché cette réforme, bien au contraire. Et quand on constate que malgré la vague violette et malgré la vague verte, on a eu quand même très très peu de progrès au niveau national dans ces 4 années. Avec, il y a eu le mariage pour tous, mais bon, c'est quelque chose, c'est une mesure qui n'a pas coûté cher à la société, ou encore le congé paternité qui est resté vraiment très minimal en Suisse. Donc je pense qu'on pourra discuter aussi du bilan de cette législature au vu des nouvelles élections. Mais tout ça pour dire que de toute manière, nous, notre mouvement de la grève féministe, ça n'a jamais été un mouvement à visée électoraliste, bien au contraire, et on l'a vu au vu du bilan de cette législature aussi. Notre mouvement, notre place, elle est dans la rue. Nous, on est des militantes qui manifestent, qui portons des problèmes publics dans la rue et qui militons dans ce sens-là et pas dans les institutions à la base. Donc maintenant, on fait le constat aussi des élections assez attristantes quand même qui ont eu lieu hier, puisqu'on constate une grosse montée de l'UDC, un recul au niveau des Verts aussi, mais un recul au niveau du nombre de sièges de femmes au Parlement. Ça laisse porter des craintes importantes sur les acquis sociaux, sur les droits de tout le monde. On constate vraiment on est dans une période de backlash. On a déjà eu la défaite de AVS 21, on peut déjà l'interpréter comme un vote sanction en fait au mouvement féministe, puisque ça fait quand même des années qu'on était assez visible et dans la rue, et puis maintenant on a eu un gros mouvement de visibilité, de succès si on veut dire, et maintenant on fait plutôt face aux écueils et aux sanctions de la société des conservateurs qui craignent pour leurs privilèges à juste titre, puisque nous on veut vraiment un monde radicalement meilleur et je pense que il y a une prise de conscience et le vieux monde commence à trembler en fait et à se redurcir, et maintenant on est dans une période de backlash et ça peut faire la transition avec Marie. Oui, parce que je vais prendre aussi ton... Ah ouais, c'est vrai, tu peux prendre mon machin. Je vais essayer de dire quelques trucs aussi, en essayant de pas trop répéter ce que tu as dit. C'est... Ouais. Peut-être, moi, je pensais partir de 2019 aussi, et déjà, on peut partir plus loin en Suisse, et... on sait que la Suisse, c'est un pays de droite. Je reterminerai aussi là-dessus, mais la Suisse, c'est un pays qui est de droite depuis toujours et qui a une droite très dure au pouvoir depuis une vingtaine d'années, même si avant ça, tout était déjà très compliqué. Mais tout ça pour parler de 2019, de cette grève qui commence au sein d'un syndicat, des syndicats un peu de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est justement que ça ne reste pas confiné à ce petit milieu syndical qui est, qui a un poids en Suisse, un petit poids, mais qui est pas. On n'est pas un pays avec une tradition de lutte. J'ai envie de dire qu'on n'a pas ça dans les gènes, quoi. C'est pas un truc c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on parle de la Suisse. C'est pas ah ouais, ils sont trop. Stylé. Je sais pas. On va pas directement se dire ah ouais, la Suisse c'est une terre de lutte pour les droits sociaux et tout ça. Et c'est ça que je pense ça a été là. C'est là l'intérêt du mouvement de la grève féministe, c'est que tout à coup il y a un mouvement qui prend. Et c'est un mouvement qui de base parle de questions de classe, parce que ça vient justement du monde syndical. Donc on parle de travail, on parle de salaire, on parle de retraite, on parle de précarité, donc on parle de classe. Et puis vu qu'il y a ce truc qui fait que ça prend, tout d'un coup il y a les autres questions qui viennent aussi. Tout à coup on va parler de questions queer et on va parler peut-être dans de moindres mesures, mais on va parler de questions raciales, on va parler de migration, on va parler d'identité de genre, on va parler de handicap. Et comme ça, d'un coup, en quelques mois, il y a cette mobilisation qui se fait sur tous ces thèmes qui s'avèrent être ultra rassembleurs en Suisse. Et d'un coup, comme ça, il y a un demi-million de personnes dans la rue. Et ça, c'est du jamais vu, en fait, en Suisse, parce qu'il y a eu
des mobilisations sociales dont on parle. Il y a eu la grève générale, il y a eu des grèves dans des entreprises, il y a eu des mouvements, il y a eu Lausanne Bouge. Enfin voilà, il y a eu plein de mouvements contestataires. Ils ont été là. Il y a eu la grève de 91 qui a été quelque chose à l'époque, mais qui est incomparable avec ce qui s'est passé en 2019. Et puis ce qui se passe en 2019, c'est qu'on a une grève qui est ouvertement anticapitaliste, antiraciste et queer. Et on dit le mot grève anticapitaliste dans les médias, c'est dit, et puis en fait ça prend. Et puis à l'époque, on nous dit, mais ouais, quand même, c'est un peu chaud, enfin c'est quand même un peu, ouais, vous prenez les gens en otage, anticapitaliste, mais en fait les gens ils viennent. En fait, il y a un demi-million de personnes qui sont d'accord de venir, de sortir dans la rue et d'accepter de près ou de loin l'étiquette anticapitaliste et les autres étiquettes qui viennent avec. Et déjà ça, dans le contexte suisse, c'est un petit miracle d'avoir cette grève de 2019. C'est déjà un truc de malade qui marque des trajectoires individuelles et collectives, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça continue, en fait. Et je pense que c'est ça qui est au cœur de la grève féministe. Et c'est ça qui, pour moi, fait qu'on ose espérer parler de féminisme pour les 99% quand on parle de la grève féministe. C'est qu'en fait, ça continue et ça fait peur. Et je pense je vais finir avec ça, mais d'abord, je passe par d'autres petits chemins. C'est que ça continue malgré le Covid. La mobilisation, elle continue partout en Suisse, avec certes des différences entre les régions, avec pas les mêmes défis, parce que c'est aussi ça un mouvement qui est partout, c'est que autant à Fribourg, dans un contexte très conservateur, autant dans le canton de Vaud dans un contexte très libéral, et autant dans les micro-cantons, je crois qu'il y a des collectifs à Glaris, donc il y a vraiment, en Valais, ça continue aussi, donc on voit qu'il y a une force qui est là, et il y a un mouvement, il y a un momentum qui continue, quoi. Et puis, surtout, qui s'affirme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 2019, il y avait un super manifeste qui était basé sur toutes les valeurs que les collectifs partagent encore aujourd'hui. Mais ces 4-5 années de mobilisation, elles ont permis aux collectifs et aux mouvements de s'affirmer, par exemple, en soutenant des travailleuses du sexe. À Fribourg, pendant le Covid, on a fait une collecte d'argent, de vêtements, de produits de première nécessité. Et puis encore maintenant, tous les mois, on contribue en amenant des choses à l'association qui soutient les travailleuses du sexe à Fribourg, où on s'est aussi beaucoup mobilisé sur l'initiative anti-burqa pour la combattre. Et là, c'était notamment grâce au travail des Foulards Violets, qui est un collectif genevois et neuchâtelois et qui se diffuse aussi, qui est un collectif antiraciste. Et il y a aussi une coordination féministe antiraciste qui s'est mise sur pied. Donc on voit que, avec le temps, on cherche et, à mon avis, on arrive aussi à avoir quelque chose qui est de plus en plus large et de plus en plus ouvert. Et en fait, on a continué à parler de nos questions. Et d'un coup, les médias aussi, ils ont recommencé à parler de ces questions ou commencé à les aborder sous un autre angle. Et, on voit qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a pris un peu. Il y a quelque chose qui a... C'est devenu d'un coup un enjeu comme ça n'avait jamais été avant, ou en tout cas pas dans les 10, 15, 20 dernières années. Et dans ces discussions, il y a aussi les discussions, parce que le 99%, c'est évidemment les questions de classe, c'est évidemment les questions raciales, et il y a aussi évidemment les questions d'identité de genre, qui est une question qui franchement existait pratiquement pas qui existait pas dans l'espace public avant 2019 ou pratiquement pas. Évidemment qu'il y a toujours eu des personnes trans qui ont dû lutter pour survivre et lutter pour leurs droits et lutter pour exister, mais malheureusement, elles n'avaient jamais eu de visibilité avant cette période-là, et je pense que depuis 2019, tout à coup, on entend les mots trans, non-binaire, transidentité, et c'est des questions qui... en fait, c'est aussi ça, les 99%, c'est aussi... c'est 99% d'une population mondiale, c'est composé d'une diversité pas croyable de personnes. Et du coup,
Bref, avec toutes ces choses, toutes ces belles choses qu'on a fait pendant 4-5 ans, on a continué à lutter, à faire des actions, à réagir contre le conservatisme, contre le libéralisme à foison, contre les attaques perpétuelles des droits sociaux. Et puis, disons que nous, on a senti qu'il se passait quelque chose, que ça nous donnait de la force, que ça nous faisait vibrer. Puis les autres, ils ont senti aussi qu'il y avait quelque chose qui bougeait, que les lignes, d'un coup, elles étaient plus exactement ce qu'elles étaient, qu'en fait, c'était bien d'avoir des bureaux de l'égalité, mais que d'un coup, il y avait des gens qui voulaient plus que ça, justement, et que d'un coup, il y avait des demandes qui allaient au-delà de juste l'égalité salariale, que d'un coup, en fait, on veut remettre en question les institutions qui existent. Et puis, comme tu as dit, en fait, la grève féministe, ça a aussi été ça, c'est que ça a été, depuis des années, là, c'est des luttes en dehors des institutions. Parce que le mouvement de masse, il a quand même gentiment compris que les institutions typiquement électorales, elles ne sont pas très démocratiques en fait. Et en Suisse, elles excluent 25% de la population au minimum. Et puis que peu importe ce qu'on fera dans les parlements, ça ne suffira pas pour changer le système. Et petit à petit, je pense que ça a été cette conscience qu'en fait, il y a un système qui est lourd. Et puis ce qu'on veut, c'est de pouvoir un peu le faire péter, quoi. Et ça, je pense que... Oui, je fais des... Voilà. Ça, je pense que l'UDC, typiquement, ça, ils l'ont compris. Et la droite, elle l'a compris. Et je pense que c'est ça mon retour sur les votations d'hier qui, je pense, nous ont fait... pour toutes les personnes qui sont ici, ça fait toujours mal. On sait que ça... même qu'on sait toujours que ça arrive, parce qu'on sait comment c'est la Suisse, et puis on sait comment c'est le monde de droite, mais ça fait toujours peur quand tu vois l'UDC qui gagne encore des sièges. Et puis, c'est pas pour rien qu'il y a une étude qui est sortie aujourd'hui, que la RTS a publiée aujourd'hui, c'est qu'il y a 39% des gens qui ont quitté, qui avaient leur parti pour lequel ils votaient d'habitude, qui ont arrêté de voter pour ce parti, pour cette fois voter pour l'UDC. Il y en a 39% qui l'ont fait à cause des, je cite, débat sur le genre, entre parenthèses, wokisme. Du coup, on voit que ces thèmes, en fait, on voit qu'il y a quelque chose. Et puis, je pense que c'est dans les thèmes de la grève féministe, dans les thèmes du féminisme pour les 99%, on voit qu'il y a la possibilité de vraiment changer les choses. Et peut-être pour conclure ma conclusion, une des seules citations féministes que je connais, c'est Virginie Despentes qui dit que je connais par cœur, c'est Virginie Despentes qui dit que le féminisme, c'est pas un remaniement des consignes marketing, mais c'est une vraie révolution, et je pense que qu'elle est en route. On espère. Voilà.